Salut, donc aujourd'hui, comme tu le vois, on va parler de business de véhicules, mon ami. Donc moi, j'ai exercé ce métier-là donc dans l'achat-revente de véhicules pendant 10 ans. Je faisais que des véhicules à entre 0 et 1500 euros. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai démarré de zéro, j'ai acheté, je te raconte toute mon histoire, comme ça au moins tu comprends et tu captes un peu les stratégies que tu peux appliquer si tu fais de l'achat-revente de véhicules, du business de véhicules. Voilà, que ce soit après à titre occasionnel ou à titre professionnel. Voilà. Donc, moi, j'achetais des véhicules entre 0 et 1500 euros à l'époque parce que, ben voilà, déjà, j'avais pas les moyens de pouvoir acheter des véhicules à 5 10 000. Et je me disais, de toute façon, c'est des véhicules qui se vendent assez facilement, du type Saxo 106, 306. Il y avait quoi à l'époque? Qu'est-ce que je faisais? Les petites Clio, tu vois, c'est des véhicules en fait qui se revendaient très bien. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais pas prendre de risque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter ces véhicules-là et du coup, je vais les revendre parce que je sais que ça se vend très bien. Et donc, j'ai acheté, à l'époque, c'était bon, au tout début, j'ai perdu de l'argent. Même j'ai fait ça au début en tant que particulier. J'ai acheté un véhicule et je l'ai revendu, etc. Et j'ai fait ça en tant que particulier de temps en temps. Et je perdais de l'argent parce que j'ai bien vite compris que finalement, en fait, c'est pas que tu achètes une voiture 1000 euros et que tu la revends 1002 que ces 200 euros-là vont faire que c'est ce que tu vas gagner. Mais en fait, en réalité, non. Tu vas comprendre après. Et du coup, donc j'ai dit, bon, ok, je pars sur des véhicules finalement que j'achète avec des problèmes. Donc, style des Clio, j'ai acheté avec des problèmes, par exemple, je sais pas, avec une contrôle technique à faire. Donc, je l'ai acheté 500 euros et je me dis, tiens, ce véhicule-là, il se revend 1005. D'accord? Donc, je dis, ben, il y a 1000 euros de marge. D'accord? Mais en fait, je me suis vite rendu compte que finalement, cette marge de 1000 euros-là, elle suffit absolument pas parce que quand tu achètes un véhicule à 500 euros, faut savoir que bah, c'est souvent des véhicules qui sont à problème et si tu veux, ça va très vite. Que ça soit, tu fais une contrôle technique, ça coûte 60 balles. Tu fais une révision complète, parce que quand tu es professionnel de l'automobile, bah, tu te dois de garantir le véhicule, d'accord? Et du coup, bah, tu te dois de vendre des véhicules qui sont conformes. Donc, qui dit conforme dit on refait une vidange complète, on refait une distribution, il faut qu'elle soit à jour, d'accord? Distribution pompe à eau. Il faut, voilà, ben, quand tu la passes au contrôle technique, tu as souvent des plaquettes de frein, des pneus, et ça, en fait, ça chiffre vite, et tu en as pour 400, 500 euros. Donc, au final, tu achètes le véhicule 500 euros, tu remets 500 euros de réparation, ça te fait 1000, tu vas le revendre 1005, tu vas me dire, ouais, mais Aldo, il y a 500 euros de marge, c'est bien. Ouais, si tu veux, tu as 500 euros de marge, ouais, c'est bien. Mais quand tu es professionnel de l'automobile, ça suffit pas parce que qu'est-ce qu'il y a? Tu as les taxes, d'accord, les impôts, d'accord, et en fonction du statut, en fonction de si tu es en société ou si tu es en auto-entreprise, derrière, tu vas payer entre, je dirais, entre 40 et 60% d'impôts sur ce bénéfice-là. Et du coup, ben, sur les 500 euros, ben, tu enlèves 50%, il te reste 250 balles. Et tu es d'accord avec moi qu'avec 250 euros, tu vas me dire, ouais, mais Aldo, c'est bien 250 euros. Ouais, c'est bien. Mais il y a aussi un facteur qu'il faut bien prendre en compte, c'est le facteur temps aussi. Le temps, combien de temps m'a pris pour acheter le véhicule et le vendre. D'accord? L'acheter, le réparer et le vendre. D'accord? Et en fait, en général, tu passes en moyenne, si vraiment tu es à fond dedans, tu passes en moyenne une semaine. C'est-à-dire que tu passes 5 jours pour faire, voilà, pour aller chercher le véhicule, pour le réparer, pour le passer au contrôle technique et pour le mettre en vente. Et encore, je te dis, c'est très bien. 5 jours, c'est très bien. Mais en moyenne, c'est 2 semaines. D'accord? Je te dis, c'est 2 semaines. Et tu te dis, mais en fait, tu as gagné 250 euros alors que tu as passé 2 semaines dessus. Tu es d'accord avec moi que ça ne suffit pas si tu veux te sortir un salaire et si tu veux en vivre. D'accord? Et ça, moi, je me suis vite rendu compte. Et il y a aussi un dernier point, quand tu cibles des petits véhicules à petit prix, pas cher, certes, tu as beaucoup de demandes, certes, le véhicule part très vite, mais le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui sont sur cette niche-là, d'accord, sur le secteur. Tu as beaucoup de professionnels qui achètent des petites Clio, etc., et qui les revendent. Et du coup, en fait, toi, si ta voiture n'est pas nickel, ben, en fait, tu vas vite passer à la trappe et en fait, ton véhicule ne se vendra pas. Voilà. Donc, du coup, j'ai vite arrêté parce que j'ai vu que je gagnais pas ma vie. Et j'ai dit, ben, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je me spécialise sur un autre domaine. Parce que, en fait, tu as plusieurs stratégies. Soit tu achètes n'importe quel véhicule et tu fais en fonction ben voilà, de combien ça se revend et combien tu l'achètes. Soit tu te dis, ben, finalement, je vais acheter que les petites Sedin, soit je vais acheter que que des 4x4 à l'époque. 4x4, quand j'étais 4x4, c'était les Kangoo. Aujourd'hui, je fais que du 4x4. Enfin, je faisais que du 4x4. Et du coup, bah en fait, ça, c'est bien parce que tu connais ta clientèle, tu connais ta cible. Voilà.
Et du coup, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai vite arrêté les Clio. Je suis parti sur des Kangoo, donc utilitaires. Et du coup, ben, je suis parti plus sur des véhicules entre 1000 et 2500 euros. Et là, on était sur une clientèle différente. On était sur le papy qui voulait un véhicule pour aller à la chasse et qui voulait avoir un bon véhicule propre, mais qui n'était pas là à regarder la moindre rayure, le moindre petit défaut de carrosserie. Je dis bien, je ne parle pas mécanique, parce que mécanique, quand tu vends, il faut que ça soit nickel parce que tu vas garantir ton véhicule. Voilà. Et du coup, tout de suite, j'ai vu que ben, la clientèle était meilleure. Elle était meilleure parce que déjà, de un, ils avaient aussi les moyens, d'accord? Parce que quand tu vends des utilitaires à des papis, mamies, en général, avec des papis, des gens qui veulent aller à la chasse, etc., ce sont des gens qui ont déjà les moyens, ce sont des gens qui sont à la retraite, ce sont des gens qui ont de l'épargne, qui ont de l'argent de côté. Contrairement à une cible où, quand tu vends des Clio ou des 106 ou des Saxo, c'est souvent la personne qui vient d'avoir son permis, qui a mis de l'argent de côté, qui a galéré à fond et qui va chipoter pour le moindre rayure, le moindre petit truc, parce que ben voilà, c'est son petit bébé ben, il a galéré, il a mis du temps à mettre de l'épargne et du coup ben, il veut un véhicule neuf alors qu'en réalité ben, c'est rarement le cas. Voilà. Donc du coup donc j'ai fait des kangous et là j'ai commencé justement à augmenter mes marges, mais j'ai vu encore une fois que ça suffisait pas pour gagner réellement sa vie. Et donc à chaque fois, bien évidemment, hein, je réinvestissais, je réinvestissais, je réinvestissais. Et du coup, ce que j'ai fait, je suis parti sur des gammes à chaque fois en termes de prix de revente plus élevés et toujours avec une cible précise. La cible, ça a été souvent les utilitaires, d'accord? Parce que c'est une niche qui est très, très, comment dire ça? C'est une niche qui est très recherchée. Et je sais que tu peux aussi attirer des patrons voilà, qui cherchent un utilitaire pour travailler, tu peux attirer, comme je t'ai déjà dit, des papiers, etc. Et petit à petit, je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, où dernièrement, avant que j'arrête l'activité, je faisais des 4x4, des Pajero. Donc je vais te montrer précisément et je vais t'expliquer finalement pourquoi j'ai multiplié en fait ce type de véhicule-là. Et pour moi, en tout cas, ça a été une stratégie qui était intéressante. D'accord. Et ça, sincèrement, ça se vend comme du petit pain. Si c'est en très bon état, comme tu vois, la carrosserie elle est en très bon état. Si c'est encore une fois bien entretenu, il faut faire évidemment filtre à huile, il faut faire la vidange des ponts, la vidange des boîtes, il faut vidanger la boîte auto, il faut changer le filtre, la crépine, voilà, il faut changer les cours d'accessoires, il faut changer les pneus s'ils sont foutus, les plaquettes, les disques, voilà. Quand tu revends, moi je te conseille, c'est de faire quelque chose de nickel, le plus propre possible. Comme ça, toi tu vas pouvoir vendre dans la tranche haute du prix du marché et du coup, ben, tu seras tranquille, d'accord? Parce que si tu vends des véhicules avec des défauts et des problèmes, déjà de un, tu vendras difficilement. De deux, tu as une garantie derrière obligatoire en tant que professionnel. Du coup, tu vas te faire chier parce que tu vas avoir souvent des retours clients et c'est pas le but. D'accord? Le but, c'est vraiment de vendre et de ne pas avoir de soucis. D'accord? Moi, en 10 ans d'activité, j'ai eu très peu de retours et pourtant, les gens, tu vois, je travaillais chez moi. Ça aussi, je te dirais pourquoi je travaillais chez moi. J'ai pas eu de retour. Les gens venaient chez moi. Voilà, j'avais un bureau à côté et mon téléphone, voilà, il est jamais sur répondeur ou quoi. Voilà, mes clients, quand il y avait des soucis, ils m'appelaient et j'étais là, quoi. Alors, déjà, à une époque, mon ami, je me rendais compte que ma marge n'était plus bonne. C'est-à-dire que je faisais des véhicules utilitaires. À l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je faisais les Fiat Scudo, je faisais les, euh, les partenaires, mais voilà, année entre 2000 et 2005. Et le problème, c'est que j'ai vu que ma marge est réduite parce qu'en fonction chaque année, en fait, si tu veux, la cote de ces véhicules, elle descendait, la valeur de ces véhicules, elle descendait, et du coup, ma marge, elle se réduisait. D'accord? Contrairement à ce type de véhicule-là, c'est Mitsubishi Pajero où justement, chaque année, en fait, je me rends compte que la cote, elle augmente, que le prix augmente, parce que c'est des biens qui sont rares sur le marché. Et quand un produit est rare sur le marché et il est demandé, forcément, tu as la valeur du bien qui augmente. Et du coup, toi, ta marge, en fait, si tu l'achètes au même tarif qu'il y a 2 ans, 3 ans, forcément, tu vas revendre plus cher. Voilà. Donc, d'ailleurs, comment j'ai fait pour tomber sur ce type de véhicule? En fait, il faut bien comprendre que moi, souvent, j'achète des véhicules à problème. Et ça, toi, tu as deux stratégies. Soit tu achètes des véhicules en panne à problème, que tu vas résoudre ces problèmes, du coup, tu vas les acheter pas cher, tu vas réparer ces véhicules-là et tu vas le revendre parce que avec ta marge, et du coup, cette marge-là, en fait, c'est simplement le fait parce que tu as eu tes connaissances que tu as mis en pratique sur le véhicule. Tu vas réparer, en fait, clairement, c'est comme si tu te payais en fait la main-d'œuvre sur le véhicule et du coup, tu vas gagner ta vie comme ça. Soit tu as cette stratégie-là, ou soit tu as la stratégie de dire, voilà, finalement, j'achète des véhicules qui n'ont pas de problème, je les achète avec une décote de 10, 15, 20%. Et du coup,
tu vas les revendre dans la foulée et finalement tu n'auras rien fait. Alors ça, c'est valable si demain tu as du cash et que si tu achètes rapidement ou si tu achètes en lot ou si tu achètes à l'étranger par exemple. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est pas une stratégie que j'ai utilisée au départ. J'ai préféré, si tu veux, avoir une marge plus grande, avoir un bénéfice plus grand et réparer. Comme là, ce véhicule, en fait, tu vois, il est pour moi, mais mine de rien, c'est pas pour autant que je ne l'avais pas acheté moins cher. Ce véhicule-là, je l'ai payé, pour te dire, 2500 €. D'accord? Le client, la personne à qui je l'ai acheté, il m'a dit oui, mais il marche pas, etc. Le moteur, il est foutu, etc. Bon, la panne avec l'expérience, j'ai bien vu que pour ma part, c'était pas le moteur. Et j'ai pris un risque de l'acheter avec une pompe à éjection qui est foutue. Donc une panne qui coûte assez cher si tu l'amènes dans un garagiste. Mais pour ma part, en fait, je les connaissais par cœur. Parce que ben, j'ai appris à les réparer tout seul. Et j'ai appris à les réparer. J'ai changé uniquement la petite pièce pour que ça me coûte le moins cher possible, justement. Et du coup, en fait, ben, le hasard, entre guillemets, fait bien les choses. C'est que en fait, c'était simplement une durite qui était inversée. Je ne sais pas ce qu'ils ont passé, ils ont dû inverser une durée d'admission et du coup, en fait, le véhicule est brouté, il tournait mal. Et du coup, en fait, moi, ça m'a quasiment rien coûté. Là, je vais mettre 500 € de pièces parce que, comme je t'ai déjà dit, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le pare-brise qui était fissuré. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Les cours à l'accessoire, je vais faire le contrôle technique, j'ai fait ma carte grise et du coup, ben, c'est un véhicule qui m'aura coûté autour des 3000, 3005 parce que voilà, il y a eu les frais de déplacement mais on peut largement dire 3005. Et c'est un véhicule qui aujourd'hui, facilement, en vaut dans les 7005. D'accord? Donc derrière, tu as quasiment 4000 € de marge brute, qui est pour moi excellent si j'aurais fait ça en activité pro. D'accord? Et on est sur une marge de 40 à 50%. Et ça, pour moi, c'est top. C'est dur à trouver, mais en tout cas, c'est ce que je préfère parce que même si tu enlèves 50% d'imposition, de taxes, etc., on est sur un bénéfice de plus de 2000 €. Et aujourd'hui, ben, sachant que tu passes 1 à 2 semaines dessus sur ce type de véhicule-là à réparer, que tu gagnes 2000 € net dans ta poche, d'accord avec moi que ça suffit largement. Voilà pourquoi j'ai fait ce type de véhicule. Après, voilà, encore une fois, je l'explique bien, c'est que je connaissais par cœur ces véhicules et je connais par cœur encore ces véhicules et je faisais que ça. Donc du coup, en fait, quand il y a une panne, je sais tout de suite quel type de panne c'est, je sais tout de suite comment le réparer, je sais tout de suite quel fournisseur aller choisir pour que ça me coûte le moins cher possible. Tu vois, et du coup, en fait, c'est ce qui permet justement d'avoir des marges de 40 à 50%. Et c'est ça qui est bien quand tu fais une catégorie de véhicules de type soit utilitaire, soit berline, soit véhicule de luxe, soit camping-car, soit c'est que tu connais ta clientèle, tu sais ta clientèle, tu sais tes véhicules, les pannes qu'il peut y avoir, et du coup, ben, tu vas les réparer vite, et du coup, tu vas ben, vendre plus vite aussi. Tu vois? Donc, si par contre, toi, tu veux derrière, par la suite, te cibler et faire des véhicules haut de gamme, si tu regardes bien tous les revendeurs de véhicules, ils ont une stratégie différente. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie de dire, ben voilà, moi j'achète des véhicules à 20, 30, 40, 50 000 balles. J'achète soit en Allemagne, à l'étranger, etc. J'achète, je sais pas, moi, le véhicule, il envoie en France 40 000, il l'achète 30 000. Et d'accord avec moi, le mec, il n'aura rien fait. Mais c'est simplement parce que déjà, il a eu des capacités financières de l'acheter ce montant-là et il l'a acheté à l'étranger, tu vois. Et ça aussi, c'est une stratégie qui est aussi intéressante si tu veux pas t'embêter à faire les travaux. Et encore une fois, il faut avoir les moyens, tu vois. Et quand tu n'as pas les moyens, ben, tu démarres petit. Et il faut savoir qu'au plus tu as de l'argent à investir, au plus tu vas acheter des véhicules d'un gros montant, au plus ta marge, au plus ton bénéfice sera gros. Et ça, c'est mathématique. C'est pareil dans l'investissement immobilier. Demain, tu achètes un immeuble. Si demain tu veux faire l'achat-revente en tant que marchand de biens, tu achètes un immeuble à 3 millions, ben forcément que c'est plus facile de le revendre 3 millions 5, voire 3 millions 8 et de prendre 400, 500 000 € dans la poche, d'accord, de brut. Et parce que c'est normal, c'est mathématique. Tu peux pas faire, je peux pas faire 1 000 € de marge sur un véhicule que tu achètes, sur un véhicule que tu achètes 1 000 € et qui en vaut 1000. D'accord, je peux pas faire 1 000 € de marge. Sur un véhicule qui se revend 5000, tu peux pas te faire 10 000 de marge. Ben non, c'est impossible, sachant qu'il se revend, que son prix de vente, c'est 5000. Tu peux pas aller au-delà. Et du coup, tu as le prix d'achat, tu as les travaux, etc. Donc, si tu veux faire beaucoup d'argent, ben, il faut acheter des véhicules à 40, 50, 60 000 que tu vas pouvoir revendre
10 à 15 000 euros plus cher. En tout cas, si tu es intelligent. D'accord? Bien sûr, moi, j'ai pas fait cette stratégie-là parce que déjà, de un, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens parce qu'il faut de l'argent, hein, ça coûte de l'argent de faire de l'achat-revente. Et voilà, donc si tu veux démarrer de zéro, tu peux, euh, tu peux démarrer de zéro encore aujourd'hui. Mais par contre, calcule bien justement tous tes frais. Calcule bien aussi tes frais de la société parce que ça coûte de l'argent. Moi, quand je faisais de l'achat-revente de véhicules, quand j'avais la structure, en termes d'assurance, je payais 500 euros par mois d'assurance professionnelle de protection juridique. Ça coûte très cher. D'accord? Je te parle même pas du local commercial, hein. Je te parle uniquement de l'assurance responsabilité, de l'assurance professionnelle. Demain, je sais pas moi, tu vends un véhicule à un particulier, le particulier il fait un accident, il se tue, il dit ouais, je viens vers toi, c'est ta faute, etc. Je vais porter plainte, etc. Ben, tu as intérêt d'être assuré et que ton activité ben, en fait, soit couverte. Parce que je peux te dire que mon ami, si le mec qui se tue, tu vas en prison. Et là, on ne parle pas qu'une histoire de financière de véhicule en panne, d'accord? Donc il faut être assuré, voilà. Et tiens, je vais te dire pourquoi au final pourquoi au final je ne louais pas de local. En fait, j'ai jamais loué de local d'entrepôt, etc. Parce que comme je t'ai déjà dit, déjà de un, ça coûte cher. D'accord? Hein, louer un local, juste pour se dire, je vais travailler dans un local, ça coûte cher. Et il faut pas croire, c'est pas parce que tu vas avoir un local, un garage, on va dire, avec une belle ancienne, etc., que tu vas vendre forcément plus que quelqu'un qui travaille chez lui. D'accord? Ça, je te le dis, ça, c'est la vérité. Moi, je travaillais chez moi, j'avais pas de bureau, j'accueillais les gens dans un petit local, etc. Et je vendais très bien. Je vendais très bien. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils veulent acheter, ils regardent pas forcément où c'est. Ils regardent le véhicule en lui-même. Ils regardent l'accueil clientèle. Ils regardent la personne qui vend le véhicule. D'accord? Les gens, ils viennent pour acheter une voiture. Ils viennent pas pour voir si ton garage il est joli ou pas. D'accord? Ils préfèrent avoir un véhicule qui soit nickel, qui soit au bon prix du marché, qui soit bien entretenu sur facture, avec une personne qui est à l'écoute, qui a une garantie sur le véhicule, que un véhicule qui est tout pourri, qui a un garage qui a un beau garage, etc. Hein. Moi, je te le dis, et ça, c'est véridique. Donc, comment, si tu peux travailler chez toi ou si tu peux ne serait-ce que travailler dans un petit garage, fais-le, mais vends des choses en bon état, qui soient nickel et qui soient clean. D'accord? Voilà. Ça, c'est véridique. Parce que les 500 euros de loyer que tu vas économiser, c'est 500 euros que tu vas pouvoir mettre dans ta poche. D'accord? C'est 500 euros qui vont pouvoir euh, racheter un autre véhicule. D'accord? D'accord? Pour pouvoir développer ta flotte de véhicules. D'accord? Parce qu'au départ, c'est très dur. Et moi, de toute façon, j'ai très souvent fait comme ça. J'ai acheté un à deux véhicules et j'attendais qu'ils se revendaient pour pouvoir en racheter. D'accord? Après, encore une fois, j'avais pas une grosse capacité financière et du coup, j'ai envie de te dire, de toute façon, si tes véhicules ils sont bien, qui sont au prix du marché, ils restent pas une semaine sur le bon coin, ils restent pas une semaine sur le plateforme de vente. D'accord? Moi, mes véhicules, quand je les mettais en ligne, ils partaient dans la foulée parce que je vendais quelque chose de propre et de clean. D'accord? C'est pas parce que tu as 30 véhicules sur ton parc que c'est une bonne chose. Le stock, c'est mortel les vendeurs de véhicules. Et c'est valable dans le business, dans l'immobilier aussi, dans l'immobilier de marchand. Le stock, c'est pas bon d'avoir du stock. D'accord? Si tu as du stock et que ton parc ne part pas, c'est que tu as un problème. D'accord? C'est que soit tu revends, soit tu vends trop cher, soit ta stratégie de communication n'est pas bonne, soit voilà, il y a quelque chose. D'accord? C'est bien de d'avoir du stock, mais si tu regardes aujourd'hui et l'avenir des business, que ça soit de toute façon de partout, les gens ils ont très peu de stock. Ils ont très peu de stock parce que le stock c'est pas bon pour le business. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant, après, il y a aussi le fait de dire, ben voilà, est-ce que tu achètes à des particuliers ou est-ce que tu vas dans des garages acheter les véhicules? Moi, au départ, j'ai acheté dans des garages, mais le problème, c'est que si tu n'as pas un bon réseau et que tu n'es pas en direct avec le garage, du type des concessionnaires, etc., tu vas te retrouver à vouloir acheter justement dans les revendeurs de véhicules, et c'est souvent des véhicules à problème, et quand je te dis à problème, c'est souvent des véhicules qui sont vraiment invendables. D'accord? Moi, quand j'achète des véhicules, je fais en sorte quand même qu'il y ait une bonne base. D'accord? Je n'achète pas des véhicules pourris. D'accord? Quand je te dis une bonne base, c'est que la carrosserie soit en bon état, que les trains roulants soient en bon état, que les véhicules
ont eu un suivi quand même régulier. Voilà, il est tombé en panne, je répare et roule, ça continue. J'achète pas des runes, j'achète pas des épaves non plus, d'accord? Il y a quand même une certaine limite, d'accord? Et le problème, c'est ça, c'est que souvent, chez des revendeurs de véhicules, en fait, s'ils vendent à des marchands, etc., c'est parce que souvent, ils n'arrivent pas à vendre à un particulier. Et du coup, en fait, ils se débarrassent de leur merde. Voilà, mais ça, je te déconseille fortement. Donc, euh, pour moi, j'ai préféré acheter à des particuliers parce qu'il y avait un suivi, parce que tu peux négocier, parce que, voilà. Après, maintenant, encore une fois, fais très attention et mais toutes les stratégies sont bonnes. Là, j'ai un collègue, tu vois, qui a galéré au départ, etc. Et là, finalement, il s'est spécialisé dans l'achat de véhicules Citroën C5. Et finalement, en fait, il a trouvé un business qu'il achète aux enchères. Voilà, du coup, en fait, il va souvent aux enchères et il achète les véhicules, les types Citroën C5, et il les revend à papy, mamie, tu vois. Donc, c'est bien de se cibler dans une type de véhicule et dans une seule niche. Après, tu peux faire aussi les véhicules de collection. Ça aussi, ça marche très bien. Les véhicules de collection sont des véhicules qui cotent faiblement, qui décotent faiblement et qui, au fur des années, leur cote elle monte. Après, bien sûr, il faut bien cibler. Et voilà, en général, c'est de la bonne mécanique, c'est fiable. Et voilà, mais encore une fois, il faut cibler, il faut chercher le véhicule qui va faire que tu vas l'acheter au bon prix, c'est fiable et que tu vas pouvoir le revendre. D'accord? Pas tous les véhicules de collection sont bons à prendre. Donc, à toi de cibler ta clientèle. Si par exemple tu es à la campagne, tu habites dans les villes de campagne, ben forcément, tu sais que les 4x4, ça se revend très bien. Et, euh, et tu sais que tu n'auras pas de mal à la vendre. Par contre, si tu es en ville, c'est très bien que bah, tu vas pas avoir une clientèle qui cherche forcément à acheter des 4x4. D'accord? Moi, je suis dans des villes de campagne. Les 4x4 se vendent très bien parce que c'est très recherché dans mon secteur. Tu vois, ça dépend en fonction de où tu es aussi, de ta région. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire, mon ami? Je peux te dire, qu'est-ce que je peux te dire? Que au départ, c'est dur. Et que si tu veux faire ça, je te conseille, c'est de garder quand même ton activité et de faire ça les week-ends. Voilà, tu achètes un véhicule, tu fais ça, tu testes en fait. Tu vas pas, il faut de la trésor au départ. Donc au départ, ce que je te conseille, c'est de faire ça, euh, de pas de tester, mais en tant que particulier. C'est-à-dire que tu vas acheter pour toi, d'accord? Et tu vas voir ce qui t'intéresse, d'accord? Pour éviter de subir les charges. Attention, je ne te dis pas de faire de l'achat-revente en tant que particulier, c'est interdit, d'accord? Ce que je te dis là, c'est tu peux très bien acheter un, voire deux véhicules euh, dans l'année, d'accord? Et pour déjà te faire la main, pour voir pour tester ton marché, d'accord? Avant de te professionnaliser, d'accord? Voilà. Et c'est bien, moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Voilà, j'ai testé un peu, j'ai acheté mon véhicule perso et finalement je l'ai revendu et j'ai testé le marché avant ben, de subir toutes ces charges qui sont lourdes. Voilà. Après, un autre point aussi important, je te le dis, ne jamais négliger l'assurance professionnelle, parce que le problème, c'est que si demain tu rentres en activité et que tu, tu ouvres ton activité, par exemple, pendant 4 5 mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir trouver une assurance pro. En fait, tu vas pas pouvoir être assuré. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais oui, mais monsieur, ça fait 5 mois que vous êtes professionnel de l'automobile, vous n'avez pas d'assurance, donc vous ne pouvez pas prouver, vous ne pouvez pas justifier de vos antécédents, à savoir si vous avez des accidents, à savoir si la société elle a eu des problèmes. Du coup, on ne peut pas vous assurer. Donc, tu vas te retrouver à être bloqué et ne pas pouvoir t'assurer. Voilà. Donc après, tu peux te renseigner, si tu veux, auprès des assurances de courtage, auprès des courtiers qui, eux, peuvent te trouver des compagnies d'assurance parce que c'est très dur d'assurer le métier de revendeur de véhicules. Voilà, parce que ça a été tellement mal vu. Il y a tellement de gens qui ont fait n'importe quoi dans ce business que finalement, en fait, peu de professionnels d'assurance veulent assurer ce type d'activité-là. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire, mon ami? C'est de faire les choses vraiment le mieux que tu peux et ne pas vendre des véhicules à problème, ne pas faire au moins cher, euh, de cibler une clientèle qui ont les moyens, qui veulent des véhicules en bon état, qui soient clean et qui ne vont pas regarder uniquement l'argent, mais qui vont regarder l'état du véhicule. Tu auras moins d'emmerdes. Moi, je te le dis, c'est pas parce que tu vas faire du moins cher que tu vas vendre plus vite. Tu vas peut-être vendre plus vite, mais tu auras beaucoup de problèmes.
et je te le déconseille fortement. Voilà, moi je te parle de mon expérience encore une fois. Et surtout au niveau de ton image à toi. D'accord? Si tu vends des véhicules pourraves, bah, les gens ils vont plus venir chez toi. Si tu vends des véhicules en bon état, clean, réparés, entretenus, etc., les gens ils vont pouvoir préférer mettre 200, 300 € de plus et venir chez toi que d'aller ailleurs. D'accord? Moi, plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé où les clients ont gardé mon contact, ont gardé mon numéro, ils m'ont dit, tiens, Aldo, j'ai un ami qui cherche un 4x4, on veut les mêmes. Et en fait, j'ai même pas mis en ligne. Moi, très souvent, je vendais souvent du bouche à oreille. Et même quand je mettais une annonce en ligne, j'avais déjà 5 6 personnes qui m'ont appelé. J'ai dit, bah, écoutez, je garde votre contact. Et si demain je rentre à notre Pajero, ben, je, je vous appellerai. Et souvent, ça a été comme ça. J'ai même pas mis le bien en ligne. Que voilà, j'ai appelé, j'ai dit, bah, écoutez, il y a 2 mois, je vendais un véhicule, il était vendu. Est-ce que là, je vais rentrer un véhicule et que ça vous intéresse? Et souvent, en fait, ça a été le cas. J'ai vendu avant même que je mettais le bien en annonce. Voilà. Donc après, si tu veux faire ce type de véhicule-là, toi, en business, tu peux le faire. Par contre, fais très attention parce que, comme je t'ai déjà dit, c'est très spécifique. Moi, ces véhicules-là, je les connais par cœur. Il y a beaucoup de problèmes de pompe injection, il y a beaucoup de problèmes de réservoir, il y a beaucoup de problèmes de moteur, il y a beaucoup de problèmes de boîte auto, il y a beaucoup de problèmes de boîte manuelle. Voilà, ces véhicules-là, ils ont des défauts et bah, il faut les connaître pour maîtriser ton budget et pour ne pas te faire avoir. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dans ce business-là de véhicules. En tout cas, c'est un business qui est passionnant et qui, moi, aujourd'hui, m'a permis de kiffer ma life tranquillement, simplement. Voilà, je bossais chez moi, je faisais mes heures que je voulais. Voilà, après, bien sûr, ça a été dur comme tout, de toute façon. Mais voilà, comme je dis, on n'a rien à rien. On n'a rien sans rien. Et grâce à ça, ben, ça m'a permis d'investir dans des immeubles de rapport. Ça m'a permis de comprendre l'entrepreneuriat. Ça m'a permis de comprendre c'est justement ces principes de marge. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je m'estime que je suis quand même plutôt bon dans l'investissement immobilier parce que il y a plein de choses qui, certes, on n'est pas sur la même activité, mais il y a plein de cohérences qui sont en lien et du coup, ben, ce qui m'a permis de pouvoir faire de très bonnes affaires dans l'immobilier et notamment sur la négociation, d'accord? Parce que si demain tu sais négocier un immeuble de rapport, enfin, si tu sais négocier une voiture, tu vas pouvoir savoir négocier un immeuble de rapport, tu vas pouvoir savoir négocier tout et n'importe quoi. Et ça, c'est très puissant parce que la négociation, ça te permet de faire de belles affaires. Et voilà, bien évidemment, encore, moi, j'utilise souvent des méthodes qui sont pour moi honnêtes. D'accord? Je négocie, mais je négocie parce que j'ai des bons arguments qui sont vrais, valables et justifiables et qui sont sincères et cohérents. Donc, c'est pour ça que quand je négocie, j'arrive à négocier. Tu vois, ce véhicule, je l'ai payé 2 500 € et il avait mis à 3 500 au départ, il voulait pas baisser, etc. Et au final, bah, j'ai réussi à l'avoir. Voilà. Allez, voilà pour cette vidéo. J'espère que, en tout cas, elle te servira dans ton business d'achat-revente de véhicules. Dis-moi si tu as des questions, etc. Si tu veux que je te refasse une vidéo sur ça, ça ferait plaisir enfin, je peux te le faire. En tout cas, je pense que c'est important de transmettre encore une fois ses connaissances pour pas se faire avoir. Et c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur tout ce qu'il faut faire attention sur les véhicules, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, notamment via la corrosion. Là-dessus aussi, c'est Mitsubishi Pajero. Ils ont beaucoup de problèmes de corrosion et il faut faire très attention. Sinon, tu peux acheter les véhicules qui ont été trafiqués, plein de klaxons. Et en fait, quand tu l'achètes, ah ben, en fait, tu t'es fait avoir. Donc ça aussi, il faut être très vigilant parce que quand tu vas revendre, tu as ta responsabilité. Et bien évidemment que moi, je ne revends pas des véhicules qui sont pourris, pleins de corrosion et tout rouillés. Forcément, parce que ça n'est pas dû au contrôle technique. Et puis en termes de sécurité, eh ben, c'est très dangereux. Donc je te déconseille fortement d'acheter d'ailleurs des véhicules qui sont corrodés, pourris et tout rouillés. Allez, je te remercie et je te dis à plus. Comme tu le sais, je partage ma vie d'investisseur sur YouTube, sur les groupes Facebook. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Les commentaires sont là pour ça. Allez, à plus. Ciao.